vous la parole. Mesdames et messieurs, bonjour d'abord. Je voudrais remercier les organisateurs de cette conférence de presse de m'avoir invité. Je ne connaissais pas tout le monde, j'ai retrouvé quelques anciennes figures de combats passés, c'était réconfortant, mais je ne savais pas très bien à qui j'allais avoir affaire. Et maintenant je le sais. Je le sais grâce aux interventions que nous venons d'entendre et au débat qui va avoir lieu avec vous dans la salle. Nous sommes en effet en présence, et je présume que c'est pour ça que vous nous avez invités, Jacques Vergès et moi, en présence d'un vaste mouvement qui se met en place, qui vient de loin, je vais en dire un mot, qui va se développer, qui se développe aujourd'hui en Libye, mais demain peut-être en Syrie ou ailleurs, et qui remet en question bien des problèmes, bien des choses que nous croyons acquises. Regardons ce qui s'est passé au cours des dernières années, successivement, dans des pays comme l'Irak, comme l'Afghanistan il n'y a pas longtemps, comme la Libye aujourd'hui, demain peut-être en Syrie. Et vous verrez que ce mouvement, au fond, a toujours les mêmes origines géographiques, les mêmes procédés et les mêmes développements. Les mêmes procédés. Ça débute toujours par une contestation anonyme, folle, sur les dictatures. On ne va pas voir sur place, nous y sommes allés, nous. On ne va pas voir comment se dérouleraient ces dictatures, mais on énonce que ce sont des dictatures. Bon, si ce sont des dictatures, il faut les supprimer, les remplacer par autre chose. Et ça débute toujours par une campagne de presse qui se développe, qui grandit, et qui aboutit où? Aux Nations Unies. Vous avez droit à un débat, plus ou moins truqué, plus ou moins fabriqué, qui donne lieu à quoi? À une résolution. Par exemple, en Libye, on l'a dit, nous sommes en présence de 2 résolutions qui valent ce qu'elles valent, mais dont on sait aujourd'hui dans quelles conditions elles ont été obtenues. Et si vous regardez plus loin dans le temps, vous apercevez que c'est le même phénomène qui s'est produit avec l'Irak, Saddam Hussein. Il y avait, souvenez-vous, un débat avec des images dans les télévisions occidentales où on représentait un secrétaire d'État général de sa formation, de l'armée américaine, qui prétendait présenter à l'Assemblée générale des Nations Unies des fioles devant lui où il disait il y a là les armes chimiques. Tout le monde a avalé ça. Et quand les troupes américaines, en vertu de cette décision, sont entrées en Irak, on n'a pas trouvé d'armes chimiques. Et aujourd'hui, tout le monde a passé par profit et perte le fait qu'on a prétendu qu'il y avait des armes chimiques, de même qu'il y avait l'arme atomique, et on en est là. Mais aujourd'hui, la résolution, elle a servi à quoi? Elle a servi à une expédition, qui a servi à quoi? À éliminer Saddam Hussein et à établir un régime qui convient aux Occidentaux, mais dont on voit les résultats qu'il peut donner. Vous avez donc toujours, à l'origine des choses et des mouvements, une résolution des Nations Unies. Aujourd'hui, puisque nous sommes saisis de problèmes actuels, c'est le cas de la Libye. Vous avez 2 résolutions dont on a rappelé les numéros, le professeur de droit notamment qui est avec nous à cette table, et dont on dit c'est une résolution qui a été édulcorée, et si vous remarquez bien la rédaction, vous apercevez qu'on choisit toujours des termes qui permettent à certains pays dont on attendrait qu'ils s'opposent. Je pense au cas particulier de la Libye, avec la Russie et la Chine. On a ajouté quelques paragraphes, rajouté quelques mots, quelques qualificatifs, pour obtenir qu'ils s'abstiennent. Bon, obtenir la résolution. Et ensuite, à partir de là, la déformer. C'est-à-dire, on ne tient plus compte de ce qu'elle dit, on poursuit toujours le but qui est l'élimination. Et on voit aujourd'hui encore, en Libye, les troupes françaises, sous le commandement du président de la République, chef des armées, et de nos officiers et de nos généraux, empiéter largement
sur le contexte juridique qui a été créé pour arriver au but. C'est toujours le même mécanisme. Regardez ce qui se passe. La résolution disait pas de troupes à terre. On nous murmure déjà qu'il existe quelques débarquements de troupes, des conseillers techniques, des corps spéciaux, des experts au bon dos. On nous dit protection des populations civiles, mais on s'en sert pour bombarder les populations civiles. Donc, vous avez la résolution des Nations Unies. Et l'utilisation de cette résolution à des fins qui ne sont pas celles pour lesquelles vous avez voté. Vous avez eu un débat récemment, très intéressant à la télévision, entre le ministre des Affaires étrangères français, M. Juppé, et le ministre des Affaires étrangères de Russie. Vous avez vu, pour la plupart d'entre vous. Et le ministre des Affaires étrangères de Russie, que je connais bien, qui est un homme qui n'a pas sa langue dans la poche, a dit, je demande à M. Juppé de nous dire en vertu de quoi vous bombardez, vous avez parachuté, vous avez bombardé, vous avez parachuté des armes dans tel secteur, ce n'était pas dans la résolution. Juppé s'en est sorti en disant il y a un article 4 qui dit que par tout moyen, on doit apporter notre aide aux populations civiles, etc. Et le ministre des Affaires étrangères russe a dit bon, comme ça, comme nous sommes là, conférence ouverte sur les télévisions, qui filmaient, ben, je remercie M. Juppé de nous avoir dit la réalité des choses. Vous avez trouvé, soi-disant, par une interprétation factice, un argument pour justifier le parachutage d'armes civiles. Bon. Donc, si on assiste à tout cela, si on décortique, on s'aperçoit bien que toujours, depuis l'affaire de l'Irak, je répète, jusqu'à aujourd'hui l'affaire de la Libye, c'est toujours le même mécanisme. Les Nations Unies, une résolution qu'on édulcore le plus possible de façon à ne pas provoquer un vote contre qui annulerait la sanction, ce qui va peut-être se produire un jour ou l'autre, du moins je l'espère, je l'attends, mais je ne suis pas sûr qu'on l'obtienne totalement. À partir de là, si vous continuez l'examen, qu'est-ce qui se passe? Résolution des Nations Unies, action. Action militaire par qui? Par l'OTAN. Et j'ai bien aimé ce qu'a dit notre partenaire, Comène. Je l'apprends par son prénom, c'est plus facile à dire que son nom. Voilà, c'est plus facile. Comène, oui. Voilà, comme le grand Comène. De Byzance. Comme l'empereur de Byzance. C'est un empereur, Monsieur le ministre, j'essaie de justifier mon prénom impérial. Voilà, c'est très bien. Mais vous réussissez parfaitement. Merci. Bon. Donc, Comène a monté tout à l'heure, c'était très intéressant, ce qui s'est passé dans l'ex-Yougoslavie, et c'est exactement le même phénomène qui se produit en Libye. Parce que ces gens ne sont pas très inventifs. Et si on les suit pas à pas, ou mot à mot dans leur résolution, dans leur détermination, on s'aperçoit que c'est toujours le même système, parce qu'ils sont sûrs de leur progression et de leur progrès, et donc ils n'ont pas à en changer puisqu'ils ont réussi. Et c'est ce qui se passe. Et donc vous avez le même phénomène qui se produit aujourd'hui en Libye, et qui va conduire aux mêmes exactions et au même développement. Il ne faut pas avoir d'illusions. On a eu du reste cette révélation, du reste, Jacques en parlera peut-être tout à l'heure, cette révélation ces jours derniers, incroyable, du chef de l'État français, on sait ça par le Canard enchaîné, qui est un bon journal d'information, qu'il avait donné l'ordre que les hostilités soient terminées pour le 14 juillet, c'est-à-dire la fête nationale française. On ne peut pas être plus cynique. On ne peut pas être plus cynique. Plus bête. Et plus bête. Plus bête et plus cynique. Et donc, vous avez ce phénomène, l'utilisation de l'OTAN. Et là, je voudrais attirer votre attention sur ce point. Nous sommes dans un contexte de folie. Car l'OTAN, qu'est-ce que c'est l'OTAN? C'est une alliance et un pacte militaire. On se souviendra que le général de Gaulle avait dit nous restons dans l'alliance, mais nous sortons du pacte militaire. Pourquoi disait-il? C'est très intéressant de retrouver les déclarations. Je ne veux pas que la France soit entraînée un jour dans un conflit où ses intérêts ne seront pas menacés. Regardez tout ce qui vient de se passer, que j'ai évoqué. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui se passera demain.
Vous voulez me dire en quoi les intérêts de la France étaient concernés en Afghanistan? Vous voulez me le dire directement? Vous voulez me dire en quoi aujourd'hui les intérêts de la France sont menacés en Libye? Sommes-nous exactement dans le contexte qu'avait prévu le général de Gaulle? L'OTAN, on s'en retire pour cette raison. Et notre président bien-aimé, vous adorez tous, comme moi-même, a prouvé le contraire en revenant dans le commandement intégré. J'attire votre attention sur le fait que, dans les premiers jours du conflit avec la Libye, le ministre des Affaires étrangères français, je connais bien par ailleurs, M. Alain Juppé, avait fait une déclaration. Dans cette déclaration, il avait dit, on lui a posé la question, un journaliste l'avait fait, comme c'était son métier, est-ce que vous comptez faire appel à l'OTAN? Non, jamais. Jamais, disait-il, parce que ça va braquer les populations arabes. C'était un raisonnement que l'on connaît bien et qui est bien classique. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est nous qui commandons l'OTAN et qui appelons l'OTAN à venir au terrain. Or, l'OTAN, qu'est-ce que c'est? Regardons un instant l'histoire. C'est, je l'ai dit, une alliance, à la fois une alliance politique et une alliance militaire, qui a été créée pendant la guerre, à l'époque, pour combattre les Allemands. Et je me souviens que pendant la période où Gorbatchev était au pouvoir, il a été décidé d'un commun accord entre nous et la Russie, le démantèlement des pactes militaires. Le pacte de Varsovie, le pacte atlantique. Le pacte de Varsovie a été démantelé dans l'année qui a suivi, et l'Alliance Atlantique subsiste. Non seulement elle subsiste, mais elle s'est renforcée. Et elle est devenue aujourd'hui l'instrument de ce mécanisme dont je vous ai parlé, les Nations Unies, la résolution et l'action, au service donc de l'Occident, qui maintenant pacifie le monde entier. Demain, on pourrait être rappelé, par exemple, pour régler une résurgence du conflit entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. L'OTAN interviendra. L'OTAN, aujourd'hui, est devenue, comme vous l'avez très bien dit, l'instrument de cette politique d'enveloppement et de soi-disant pacification voulue par les pays occidentaux pour installer des régimes qui leur conviennent. Eh bien, mes chers amis, je vais terminer par là, parce que je vais laisser la parole à mon excellent camarade Jacques Vergès. Il est évident que si on n'agit pas, et si on ne réagit pas, au travers de conférences comme la nôtre aujourd'hui, au travers de rencontres, au travers de livres, d'articles, nous sommes allés, nous, en Côte d'Ivoire, parce que c'est le même phénomène qui s'est produit là-bas. C'est le même phénomène. Sauf que, par délégation un peu gentille, comme ça, comme on flatte les joues d'un petit garçon, l'OTAN a dit, bon, mais c'est la zone des Français, c'est eux qui vont s'en occuper. Mais là-bas, Gbagbo est prisonnier de la force de l'ONU. Oui, c'est exactement le même phénomène. C'est-à-dire que tout ce qui est autour de l'ONU et de l'OTAN est instrumentalisé pour servir les visées de l'Occident. Voilà. Eh bien, s'il n'y avait pas ce genre de réunion, ce genre de mobilisation, nous sommes peu nombreux aujourd'hui, vous savez. L'histoire nous apprend que les minoritaires d'aujourd'hui seront les majoritaires de demain. Donc il ne faut pas se désespérer. Il faut continuer d'espérer. Alors nous sommes déjà allés en Côte d'Ivoire, nous sommes allés, et d'autres aussi, en Libye, nous y avons rencontré les responsables. Nous préparons, nous l'avons dit, peut-être ça vous intéressera d'en savoir un peu plus, donc on va tout vous dire. Mais nous préparons les procédures que nous avions annoncées là-bas à Tripoli. À notre niveau, nous allons faire notre travail. Mais à votre niveau, il faut aussi que vous fassiez le vôtre, que vous dénonciez ce mécanisme mondial qui est en train de se mettre en place, avec des gens déterminés, qui remontent loin dans le temps, et qui est préparé, non pas par la présidence des États-Unis, par le Pentagone. C'est le Pentagone qui est derrière tout ça, avec comme allié un type dont il suffit de le voir pour comprendre si on présente, qui est le secrétaire général de l'ONU, M. Rasmussen, le Danois, pour comprendre que c'est un homme avec le petit doigt sur la couture au pantalon. Écoutez ces déclarations et vous serez fixés. Donc, ma conclusion aujourd'hui, c'est si nous voulons essayer d'être utiles, ce sera très, très, très difficile. Car n'ayez pas d'illusion, ce genre de préparation prépare quoi? Prépare, s'il le faut, une prochaine guerre mondiale au service de l'Occident.
Eh bien ça, personnellement, une fois dans ma vie, ça m'a suffi. Je veux pas en deuxième. Merci. Maître Jacques Vergès. Mes amis, c'est rarement dans un pays comme la France qu'un simple avocat